Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Les trigger warnings abordés dans l'œuvre du jour sont la détresse psychologique, mise en danger d'enfants, manipulation, mort, sous-entendu sexuel victorien. Je parle de façon sobre et sans description crue. Si on cherche un classique qui montre à quel point l'horreur peut naître d'un point de vue limité, Le Tour d'écrou, paru en 1898, est un modèle. Henry James ne raconte pas une histoire de fantôme pour faire peur au sens mécanique. Il construit un dispositif où voir est déjà interprété et où l'angoisse vient de l'incertitude méthodique. Le roman court adopte une forme encadrée. Une veille de Noël, un narrateur entremetteur, ici Douglas, puis un manuscrit lu à voix haute, celui d'une jeune gouvernante qui, des années plus tôt, a vécu des événements troublants à Bly, un domaine isolé. Nous n'avons jamais accès aux faits nus. Tout passe par des couches de récits, et surtout par la perception d'une jeune femme, sincère, intelligente, mais partiale. Cette gouvernante arrive à Bly pour s'occuper de 2 enfants, Flora et Miles, laissés à la charge d'un oncle londonien absent qui lui impose une règle, ne jamais le déranger. Ce détail est crucial. Il place d'emblée la gouvernante dans une position de responsabilité sans recours. Très vite, la voix écrite se tend. Les apparitions sont rapportées. Un homme roux à l'expression dure, une femme pâle et triste, que la gouvernante identifie comme Peter Quint, ancien valet du maître mort récemment, et Miss Gessel, ex-gouvernante également décédée. Elle se persuade que ces revenants cherchent à reprendre l'ascendance sur les enfants autrefois sous leur influence. À partir de là, le tour d'écrou est une progression logique. La gouvernante voit des signes, déduit un danger moral, resserre l'étau éducatif et ce faisant, fabrique peut-être elle-même la catastrophe qu'elle veut éviter. La force du texte tient dans l'équivoque soigneusement entretenu. 2 lectures sont possibles en restant recevables jusqu'à la fin. Soit apparitionnisme, il y a des fantômes, ils existent dans le monde du récit. La gouvernante les voit avec précision et ces descriptions coïncident avec des personnes que personne ne lui a jamais montrées. Donc, elle ne peut pas les inventer. Soit le non-apparitionniste. Il n'y a pas d'identité, mais une projection psychique née d'un mélange de solitude, d'angoisse morale et de conventions sexuelles victoriennes qui ne permettent pas de nommer certains sujets. Le texte ne tranche pas. James organise l'écriture pour que chaque indice puisse basculer d'un côté ou de l'autre. Ce qui rend l'expérience si nerveuse, c'est la technique de la restriction. James place la caméra sur l'épaule de la gouvernante. Nous n'avons que ses mots, son rythme et ses conclusions. Quand d'autres personnages parlent, Mrs. Gross par exemple, la vieille intendante ou encore les enfants, leur voix nous arrive filtrée par la sienne. L'horreur n'est donc pas un monstre dans le jardin, c'est l'accumulation de micro-perceptions qui finissent par dessiner une théorie. Quelque chose agit sur les enfants, soit de l'extérieur, donc ici des morts, soit de l'intérieur, la gouvernante. L'écrou du titre, c'est ce resserrement graduel, à chaque scène, un quart de tour, jamais le coup de théâtre gratuit. Commençons par la gouvernante, parce qu'elle est notre seul instrument. C'est une jeune femme d'un milieu modeste, cultivée et ambitieuse, flattée qu'un gentleman lui confie un rôle aussi important. Son désir de bien faire est sincère, son besoin d'être à la hauteur aussi. À Bly, elle est isolée. Son mentor, seul adulte lettré avec Mrs. Gross, dont la candeur la pousse souvent à approuver ce que la gouvernante suggère. Cette configuration sociale est essentielle. Une jeune employée dépendante face à un lieu vaste, silencieux et 2 enfants idéalisés dès les premières pages. Miles est renvoyé de son pensionnat sans motif expliqué. Ce blanc narratif devient un foyer d'angoisse. Flora est décrite comme parfaite, angélique. Le récit montre une idéalisation initiale qui, chez la gouvernante, précède la surveillance. Du côté des enfants, James fait quelque chose de difficile. Il écrit de la présence plus que de la psychologie explicite.
Miles est charmant, dit certes, trop peut-être pour son âge. Il sait plaire, il apprend vite, il contourne volontiers les questions embarrassantes. Flora est vive, subtile, elle capte les atmosphères. Elle décide quand elle consent à être observée. Ni l'un ni l'autre ne sont des victimes passives, écrites à plat. Leur plasticité nourrit les deux lectures. S'ils jouent avec les limites, est-ce parce qu'une influence spectrale les travaille ou parce qu'un adulte projette sur leurs gestes ordinaires une signification excessive? L'attention tient à ce que le texte ne nous donne jamais un moment objectif qui ferme le débat. Quint et Jessel, les morts possibles ne parlent pas, ils sont vus. Le valet, figure transgressive pour l'époque, domestique séduisant, promiscuité avec le maître, influence sur les enfants, cristallise les peurs de classe et de sexualité. Miss Jessel, gouvernante déchue, condense la panique victorienne autour de la chute féminine. La gouvernante fait de ces silhouettes l'explication de tout. Si les enfants dissimulent, c'est qu'on les manipule. S'ils séduisent, c'est qu'on les a pervertis. Rien n'est dit, tout est sous-entendu. C'est ici que le lecteur moderne ressent le poids des règles morales de 1898. L'impossibilité de nommer certains faits pousse la narration vers l'allusion. Résultat, une atmosphère saturée où chaque geste devient signe. Sur le plan des thèmes, on en voit 3 qui se tressent proprement. D'abord la vision. Qui a le droit de dire « j'ai vu ». James multiplie les situations où la gouvernante voit une apparition et attend qu'une autre la confirme. Mrs. Gross, par loyauté, accrédite souvent après coup. Quand la confirmation n'arrive pas, par exemple la scène du lac avec Flora, la gouvernante traduit l'absence par un refus de voir. C'est commode, mais ça laisse au lecteur un doute lourd. Ensuite, la connaissance. La gouvernante cherche des preuves qui, par nature, échappent. Son enquête n'est pas policière. C'est une interprétation à haute tension. Enfin, le pouvoir. Éduquer, c'est imposer un cadre. À Bly, le cadre devient surveillance. La protection se transforme en prise. On peut lire le texte comme une étude de l'emprise bien intentionnée. Techniquement, James tient tout par des procédés très précis. La prose indirecte libre colle à la conscience de la gouvernante, sans annoncer chaque pensée par « je pensais que ». Les délais dans les révélations. Elle voit d'abord, elle raconte ensuite. Et cela multiplie les angles morts. Les anaphores, donc retour de mots, reprise de tournure, donnent une sensation d'une pensée obsessionnelle. Le paysage n'est jamais décoratif. Le parc, l'étang, la tour, tous sont des postes d'observation et la scène toujours réglée. James arrive tard, repart tôt. Il refuse la preuve photographique et il nous laisse le procès-verbal d'une conscience. Il faut dire un mot de la sexualité au victorien. Le Tour d'écrou n'est pas un roman érotique, mais il est chargé de signaux. Beauté des enfants, attachement fusionnel, inquiétude autour de secrets d'école, malaise quand Miles parle comme un adulte. Cette charge n'est jamais exploitée. Elle est signalée, puis tenue à distance. C'est là que le texte reste éthique. La menace, si menace il y a, est morale et symbolique. Et James la traite par retenue. La gouvernante, prisonnière d'un langage qui ne peut pas tout dire, durcit ses hypothèses. Le lecteur, lui, doit juger si ce durcissement sauve ou détruit. Certaines scènes organisent la mémoire du livre. La première apparition sur la tour, en plein jour, place le « voir » au centre. Un homme immobile, regard fixe. La gouvernante ne nomme pas, elle décrit. Plus tard, elle signale à Mrs. Gross le visage aux fenêtres. L'intendante reconnaît Quint d'après la description. Confirmation ou validation suggestive. La scène du lac avec Flora est capitale. La gouvernante voit Miss Jessel sur la rive opposée. Flora ne voit pas et se met en colère. Est-ce une défense d'enfant traqué ou la preuve que la vision n'est qu'hallucination? Enfin, l'ultime confrontation avec Miles où la gouvernante pense arracher l'enfant à Quint au moment même où il meurt dans ses bras, donne au texte son poids tragique. A-t-elle délivré ou acculé? Le manuscrit s'arrête. James coupe exactement là où un autre auteur aurait expliqué. C'est cette coupure qui nous poursuit. Sur l'interprétation, deux grandes familles, on l'a dit, coexistent. La lecture apparitionniste prend au sérieux la précision des visions, la reconnaissance de Quint par Mrs. Gross à partir d'un portrait verbal et la logique moraliste du récit. La gouvernante, bien que faillible, lutte contre une corruption réelle. La lecture psychologique insiste sur les conditions de possibilité. Isolement, fantasme de sauvetage et de mission. Attraction diffuse pour le maître absent et pour son autorité. Répression des sujets sexuels qui transforment des signes faibles en preuves.
Entre les deux, des approches hybrides existent. Peut-être y a-t-il eu faute de Quint et Jezzel, peut-être les enfants savent des choses qu'ils ne devraient pas savoir, mais la gouvernante en fait un système. Henry James semble travailler pour que chaque preuve soit réversible. Et c'est ce qui donne au livre sa longévité critique. L'héritage est vaste. Côté cinéma, The Innocents, en 1961, donne une version qui prolonge l'ambiguïté sans la dissoudre. L'opéra de Britten, The Turn of the Screw, en 1954, capte admirablement l'obsession circulaire de l'apparition jamesienne. Dans la littérature, le modèle enfant possiblement corrompu plus adulte possiblement délirant plus lieu isolé irrigue quantité de textes, jusqu'aux maisons hantées du XXe siècle où le regard compte plus que le monstre. Le roman court a aussi consolidé un principe d'horreur purement narratif. On peut faire trembler sans montrer, simplement par la gestion des preuves. Ce que j'emporte ici comme lectrice et comme autrice tient en quelques points simples. D'abord, la restriction est une force. Rester scotché au filtre d'une conscience et accepter les zones d'ombre crée une intensité que l'exposé omniscient dissipe. Ensuite, la scène n'a pas besoin de gros plans pour frapper. Une silhouette à contre-jour, un silence, une phrase d'enfant trop bien tournée suffisent si l'on a préparé leur résonance. Enfin, l'éthique. On peut approcher des sujets sensibles, enfants, sexualité et mort, par une écriture retenue, en privilégiant la fonction dramatique des indices sur leur valeur choc. Je termine ici en te laissant quelques compagnons de lecture si tu souhaites poursuivre des œuvres sur ce thème. Je te conseille Carmilla de Le Fanu pour l'art du non-dit dans l'intime victorien. M.R. James, Les Nouvelles, pour la précision de la mise en scène, du vu et du mal vu. Shirley Jackson pour la maison comme appareil psychique. Sarah Waters avec Affinity pour les ambiguïtés de la voix féminine victorienne. Et en miroir contemporain, les textes de Susan Hill avec The Woman in Black, qui réengage la retenue gothique sans lourdeur. Chacun à sa manière rappelle que l'horreur la plus durable se nourrit moins de ce qu'on aligne que ce qu'on retient. Si cet épisode t'a donné envie de relire La Tour d'écrou en gardant la double piste ouverte, c'est gagné. Ce texte ne se résout pas, il se réécoute. Henry James nous offre ce qu'il promet dans le titre, un quart de tour de plus, ni trop, ni pas assez. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et comme d'habitude, si tu veux venir poursuivre le débat avec moi, tu peux me retrouver sur Instagram à 50 nuances d'horreur. Moi, je te retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.